Bonjour et bienvenue dans Numéro 1. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour préserver ma santé mentale. Alors aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, 6 années que je me suis lancée. Pour la petite histoire, je me suis lancée en partant à Dubaï. Mon mari Arthur avait eu une opportunité. Donc j'ai quitté mon CDI poursuivi de conjoint et puis on est parti avec ma fille Victoire qui avait quelques mois à l'époque pour Dubaï, une destination bien sûr que l'on ne connaissait pas. C'était vraiment un pari à tous les niveaux. Et puis donc je me suis lancée au départ avec ce podcast où j'ai lancé derrière une formation podcast. Ensuite, je suis devenue social media manager. J'ai géré le compte Instagram de plusieurs entreprises pendant quelques années. Donc j'avais le podcast et Instagram en parallèle. Aujourd'hui, je suis sur 3 activités différentes. Donc la création de contenu bien-être sur Instagram et ce podcast via des collaborations avec des marques. Les audacieuses, des événements B2B et B2C à Paris et ailleurs. Et puis le ghostwriting LinkedIn, j'accompagne les CEO et les entrepreneurs à communiquer sur LinkedIn. Je m'occupe autant de leur stratégie que de leur création de posts. Alors c'est parti pour les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour préserver ma santé mentale. La première chose, c'est que tu dois créer dès le départ ton cadre, sinon ton mental s'éparpille. L'entrepreneuriat, au début, ça semble génial. On n'a pas d'horaire, on n'a pas de patron, mais aussi on n'a personne pour nous dire quand nous arrêter. Ça peut vite devenir un piège, puisque notre cerveau, il reste en mode ouvert tout le temps. On peut bosser tout le temps, on peut penser à son business absolument tout le temps, que ce soit sous la douche, en nous occupant de nos enfants, en préparant le dîner, en vacances, au lit. Il n'y a vraiment aucune limite puisque nous gérons absolument tout. Et sous couvert de passion, on peut clairement nous épuiser. Donc moi, ce qui m'a aidé, évidemment, je ne l'ai pas fait dès le départ, mais ça fait quelques années déjà que j'ai mis en place plein de choses justement pour m'aider et pour me préserver. J'ai commencé à créer mes propres repères en fonction de mon énergie, de mes cycles, des saisons aussi, puisque je remarque que voilà, il y a vraiment des saisons où on est plus à même d'être productive que d'autres. Premier point donc de ce cadre, je planifie le dimanche soir ma semaine pour éviter de la subir. Je sais exactement ce que je dois faire. J'ai vraiment en tête ma semaine, toute la masse de travail que je vais avoir à caler entre mes calls, mes rendez-vous, mes événements. Je définis 3 priorités absolues par jour et tout le reste est secondaire parce que croyez-moi, si on ne se fixe pas 2 ou 3 priorités en fonction de ce que vous êtes capable de faire, vous avez une to-do qui va être infinie. Moi, j'ai ma to-do pro et avec dans ma to-do pro chaque casquette et ma to-do perso et je bloque donc vraiment des créneaux de travail. Par exemple, le matin, je fais tout ce qui est travail profond, donc écriture pour moi et mes clients. Et l'après-midi, des choses plus légères comme justement des rendez-vous, des calls, de l'admin, enfin voilà, des tâches qui vont me demander moins de jus de cerveau. J'ai des horaires très clairs, donc je travaille d'à peu près 9h à 16h les jours où je vais chercher mes enfants à 16h30 et jusqu'à peu près 17h30 les jours où je vais chercher mes enfants à 18h. Donc on va dire que j'ai 2 petites journées dans la semaine, 2 grosses journées dans la semaine et le mercredi c'est le mercredi, donc je suis toujours l'après-midi avec ma maman et mes enfants. Quand on arrive chez moi, encore il y a quelques jours, j'ai invité des copains à prendre l'apéro. On me dit souvent que c'est parfaitement rangé, que c'est parfaitement propre, mais parce que je nettoie chaque matin avant de commencer à travailler. Je travaille de chez moi, donc mon espace doit être vraiment clean et je suis vraiment dans une démarche minimaliste. Je numérise absolument tout, que ce soit les dessins de mes enfants, les livrets de mes enfants, les photos de classe de mes enfants, absolument tout est numérisé pour justement éviter cette accumulation visuelle qui pourrait avoir un impact sur mon travail. Et je bosse absolument aussi chez moi, toujours au même endroit, soit sur ma chaise ballon pour bouger, j'ai la marque Bloon, soit sur mon canapé. Je structure mon temps de travail, donc je regroupe toujours les tâches
similaire. Mes posts LinkedIn, je le fais en batch. Mes posts Instagram également. Je prospecte aussi en batch. Je me garde, quand l'activité est plus faible, une après-midi entière de prospection. J'automatise également beaucoup avec Notion, avec Trello pour libérer mon cerveau. Je commence donc à travailler en lavant mon appartement et ensuite je me fais mon petit café. Mais je termine aussi avec un rituel de clôture apaisant. Donc en général, ça va être une petite séance de sport avec la plateforme Move with Julie que je vous recommande de découvrir. Je passe dans une autre dimension parce qu'après je vais enchaîner avec aller chercher mes enfants et puis le tourbillon du soir. Je respecte vraiment mes cycles. Donc quand j'ai mes règles, je ne force pas et je fais des siestes si besoin. J'allège mon travail. Je planifie jamais de grosses échéances ou d'événements audacieuses ou de tournage podcast quand j'ai mes règles, avant et pendant mes règles, parce que je sais que je ne serai pas en forme tout simplement. Et je prends des pauses, je prends du temps off quand j'en ai besoin. Ces micro-habitudes qui peuvent paraître toutes simples, elles signalent à mon cerveau quand reprendre le boulot et quand lâcher prise tout simplement. Le check vraiment de ma journée réussie, c'est chaque fin de journée quand je finis de travailler, je me dis ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé sur mes priorités ? Est-ce que j'ai plutôt été dans la satisfaction ou le stress ? Et en fonction de ça, j'ajuste. Le deuxième point que j'aurais voulu savoir pour préserver ma santé mentale avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin de mériter le repos. Il y a une croyance très toxique dans l'entrepreneuriat qui dit que le repos doit se mériter, que tu te reposes quand ton chiffre d'affaires est atteint, quand le projet est lancé, quand le site est fini, quand la rentrée est passée, quand tu auras enfin bien travaillé. Et en vrai, c'est un sacré piège mental qui te fait comprendre, qui te met dans la tête que le repos est une récompense. Alors que le cerveau, il consolide, il trie, il prend du recul et il récupère pendant ces phases de repos. Donc bien sûr, se reposer, ce n'est pas être moins ambitieuse, c'est rester capable de penser clairement, de décider, de créer. Ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps qui travaille autrement. Perso, je le ressens très fort. Par exemple, quand je suis partie à Minorque, donc il y a un peu plus d'une semaine, j'avais prévu aucun post LinkedIn, aucun post Instagram, aucun retravail aussi sur mes textes les audacieuses, alors que mon événement était juste après, au retour des vacances, le 4 mai. Honnêtement, forcément, même si j'avais vraiment besoin de ces vacances, j'avais une petite partie de moi qui culpabilisait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec les trajets en voiture, avec les sessions longues sur la plage, avec les treks aussi, parce qu'à Minorque, on marche beaucoup, j'ai eu des idées vraiment qui me sont venues, alors que je sais très bien qu'elles ne seraient pas venues si j'avais été devant mon ordinateur. J'ai eu des réflexions aussi beaucoup plus profondes sur les stratégies contenu de mes clients, sur mes stratégies de contenu, parce que juste j'étais pas dans cette démarche de performance devant mon ordinateur, dans cette démarche où je devais finalement prendre des décisions. Là, mon cerveau était en mode repos, donc en mode vision. Au quotidien, j'essaye évidemment en dehors de vacances de prendre ces temps de repos pour justement laisser mon cerveau mûrir. Donc il y a déjà tous ces événements où je suis invitée via ma création de contenu, donc wellness sur Instagram. Donc ça, c'est clairement des respirations sociales, du renouvellement. Je rencontre à chaque fois beaucoup de gens. Je n'hésite jamais, même quand j'ai beaucoup de boulot, à aller à ces événements parce que je sais que ça sert mon business et je les compte dans les temps de repos. Faut pas se leurrer. Même si je suis en représentation, même si c'est pour le travail, pour moi, c'est des demi-journées de coupure, donc c'est dû au repos. Je ne suis pas dans le faire, je suis juste dans le profiter du moment et dans la rencontre. Quand j'ai des périodes où j'ai moins d'événements, je n'hésite pas à me booker des massages. Je sais que là, j'ai envie de faire pas mal de drainage lymphatique. Là, j'ai plusieurs adresses. Voilà, il faut aussi que j'aille tester un long massage du visage avec les graines de Lisa que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est naturopathe et qui fait des massages du visage absolument dingues, que je vous conseille si vous êtes sur Paris. J'essaye vraiment, même quand j'ai moins d'événements, de me booker des demi-journées qui sont des respirations. Ça, c'est un luxe, bien sûr, que je m'octroie parce que je suis entrepreneur. Mais justement, là, cet épisode, il est centré sur l'entrepreneuriat. Donc, je suis bien sûr consciente que quand on est en CDI, quand on est salarié, on ne peut pas avoir ce même luxe. Mais en même temps, quand on est en CDI, quand on est salarié, les vacances sont vraiment des vacances et les week-ends sont vraiment a priori des week-ends.
Troisième point que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour préserver ma santé mentale, c'est ta marque personnelle vaut plus que ton business. Je m'explique. Au début, et j'ai moi-même bien sûr fait, beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur leur offre, leur site, leurs produits, leurs méthodes, et c'est normal parce que c'est ce qu'on nous dit de faire, trouver sa niche, valider son offre, lancer son tunnel de conversion. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à long terme et dont on parle encore trop peu, c'est la marque personnelle. Parce qu'un business, parce que mon business, si je prends mon exemple, il peut évoluer, il peut pivoter, il peut changer de forme, il peut devenir obsolète. Moi, je vois en 6 ans tout ce que j'ai fait. J'ai eu mon podcast Laléa, j'ai été formatrice podcast, j'ai été community manager Instagram, j'ai écrit des articles SEO, je suis ghostwriter aujourd'hui, j'organise des événements, j'ai été créatrice de contenu Instagram dans la food, aujourd'hui je suis créatrice de contenu dans le bien-être. Enfin voilà, j'ai énormément pivoté. Mais moi, je suis restée. Et c'est là que tout se joue. Vous restez. Même si vous changez de business, votre personnalité reste. C'est vous qui incarnez tout ça. Et ce que j'ai compris, parce que c'est devenu bien sûr mon métier aussi, avec le ghostwriting LinkedIn, moi, je travaille les marques personnelles de mes clients. Ce que les gens suivent, ce n'est pas un service, c'est une voix. C'est vous, c'est votre voix, c'est votre manière de penser, c'est votre façon de nommer les choses que les autres ressentent, c'est votre présence qui donne envie de revenir. Et c'est pas parce que vous avez le meilleur prix, la meilleure formation, c'est parce que vous êtes la seule, le seul, s'il y a des hommes qui m'écoutent dans l'assemblée aujourd'hui, à penser comme ça. Moi, je suis slasheuse. J'ai plusieurs casquettes. J'ai changé plusieurs fois de positionnement. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis que je travaille finalement ma marque personnelle, j'aurais pu repartir de zéro. Mais je ne suis pas repartie de zéro parce que justement, les gens ne me suivent pas pour ce que je vends. Ils me suivent pour qui je suis. Peu importe ce que je fais. Et donc, pour chaque business, j'ai des clients assez facilement. Et c'est pas du tout une chance, c'est une marque personnelle forte. Quand on n'a pas de marque personnelle, on doit convaincre à chaque fois, on doit expliquer, on doit justifier, on doit prouver. C'est épuisant et c'est très fragile sur le long terme quand on est entrepreneur. La beauté, la magie d'une marque personnelle, c'est que les gens nous connaissent avant même de nous avoir contactés, parce qu'on parle de nous, parce qu'on incarne ce que l'on fait. C'est l'actif le plus durable que l'on puisse construire dans l'entrepreneuriat. Nous-mêmes. Et pour illustrer cela, j'ai envie de vous parler de Solène Boquillon, le Goazou, qui a perdu son entreprise, mais qui n'a absolument pas perdu sa marque personnelle. Solène, c'est une entrepreneuse brillante qui a créé une entreprise autour des soft skills et qui a eu un problème de contrat en décembre. Elle a eu un contrat gelé. Elle n'a pas pu payer tous les salariés qui travaillaient pour elle. Et donc, elle a dû liquider sa boîte. Sauf que Solène, ça faisait des années. J'ai vraiment l'impression de l'avoir toujours connue. Qu'elle parlait de ses engagements, de ses convictions sur LinkedIn. Elle avait vraiment construit une autorité autour des soft skills sur ce réseau social. Ce qui a fait que sa marque personnelle, elle a clairement survécu à son entreprise et qu'aujourd'hui, elle peut rebondir, elle pourra rebondir pour créer d'autres choses, pour lancer d'autres services et les gens la connaîtront, lui feront confiance. Et ça, c'est vraiment la beauté d'une marque personnelle. C'est un actif que vous avez pour la vie. Alors là, dans ce point, je ne vais pas développer comment construire une marque personnelle puissante, mais si vous souhaitez que je crée un épisode spécialement sur le sujet, vous pouvez commenter marque personnelle, soit sur Spotify, si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire, soit sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un commentaire en écrivant marque personnelle, soit vous m'envoyez un petit MP si vous êtes en train d'écouter cet épisode à ce moment précis avec marque personnelle et du coup je saurai ce que c'est et je vous créerai un épisode spécial avec tous mes conseils pour fonder une marque personnelle puissante. 4e point que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour préserver ma santé mentale, c'est que la solitude entrepreneuriale est réelle et que savoir s'entourer est la clé. On fantasme beaucoup l'entrepreneuriat, moi-même je le fantasmais comme une aventure ultra libre, inspirante, self-made. Mais il y a un coup silencieux que peu, j'imagine, peuvent supporter, dont on parle trop peu, qui est la solitude. Et d'ailleurs, cette solitude, elle peut clairement amplifier l'anxiété et le burn-out. Je pense que mon anxiété généralisée que j'ai vécue pendant 3 longues années à Dubaï, il y avait de ça.
Même si bien sûr ce n'était pas la raison principale, je pense que la solitude a beaucoup joué. Puisque quand je suis rentrée en France et que j'ai été beaucoup plus entourée, j'ai eu beaucoup plus de facilité à m'en remettre, à dépasser cette anxiété généralisée. Donc voilà, cette solitude, sincèrement, elle use, surtout quand on a été très entouré avant. Enfin moi j'ai été pendant plus de 10 ans en CDI, donc très entourée, avec des très bons collègues. En plus j'ai eu la chance d'avoir des super boîtes. Quand on est seul, il faut savoir qu'on n'a pas de collègues pour vider notre sac à 10h du matin. On n'a pas de collègues pour aller discuter du dernier potin à la machine à café. On n'a pas de manager qui va pouvoir à ta place absorber les mauvaises nouvelles. On est seul. On est seul avec nos choix. On est seul avec nos doutes. On est seul avec nos peurs. On est seul avec nos réussites. Donc l'idée, c'est d'aller se créer un environnement, un socle de personnes sur lesquelles on peut compter qui sont entrepreneurs pour brainstormer avec nous, pour absorber aussi tout ce qu'on a besoin de sortir. On ne demande pas d'avoir 10 personnes, on demande d'avoir 2-3 personnes vraiment fiables autour de toi. En général, qui ont le même statut, pour comprendre, c'est mieux. Moi, je vais y revenir, mais j'ai beaucoup fait la bêtise au début de mon aventure entrepreneuriale de prendre mon mec pour confident, pour coach. Mais en fait, c'était pas son rôle et ça a créé beaucoup de tensions dans notre couple parce que lui ne pouvait pas avoir, même s'il est évidemment énormément là pour moi, il ne pouvait pas absorber toutes ces casquettes et ce n'était pas son rôle. Vous pouvez vous trouver ces personnes en allant, en rejoignant des réseaux d'entrepreneurs. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est votre signe pour le faire dès maintenant, pour vous inscrire, pour rejoindre le réseau d'entrepreneurs de votre ville, pour aller dans des événements entrepreneuriaux. Ça va vous permettre de rencontrer, de potentiellement vous créer des amis entrepreneurs, de potentiellement trouver un mentor dans l'entrepreneuriat et ça change la vie, clairement. Et c'est ce qui va faire que votre aventure entrepreneuriale sera une réussite parce que vous vous sentirez déchargé et tiré vers le haut. Moi, l'entourage, c'est clairement ce qui m'a fait passer tous mes caps business. C'est ce qui me permet aussi de co-construire des offres. Donc, je peux parler des audacieuses, mais j'ai plusieurs aussi projets de co-construction d'offres avec d'autres entrepreneuses qui sont complémentaires. Puis c'est le réseau, c'est la force du réseau tout simplement. 5e point, stop au perfectionnisme à outrance. Le perfectionnisme, il a bonne réputation, il te donne l'impression d'être sérieux, d'être exigeant, d'être rigoureux, alors que c'est la chose, je pense, qui te bloque le plus. Moi-même, je l'ai vécu, de repousser une publication parce qu'elle n'est pas assez bien, de retarder un lancement parce qu'il manque un détail, de refuser de proposer une offre parce que je me sens pas tout à fait prête et parce que y a pas le mot juste qui réussira à convertir derrière. Résultat, on travaille énormément, on surtravaille en fait, on suroptimise pour rien et on avance beaucoup plus lentement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est encore quelque chose que je vis. Il m'arrive de passer 3 heures sur un carrousel Instagram alors que ça va strictement rien changer au fond que je veux lui apporter, ni à mon chiffre d'affaires. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit cette statistique que j'adore, c'est la règle des 20-80, mais qui marche avec tout. 80% de vos résultats viennent souvent de 20% de vos actions. 80% de vos résultats viennent souvent de 20% de vos actions. Le reste, c'est de la suroptimisation déguisée en perfectionnisme. Le marché, il donnera toujours des retours beaucoup plus utiles que nos propres ruminations. Un projet lancé, même imparfaitement, il apprendra beaucoup plus qu'un projet parfait qui sera resté dans vos notes. Je les vois, vos notes, là, actuellement, où il y a plein de choses qui méritent de rencontrer leur marché. Et si vous vous demandez ce que sont finalement ces 20% qui amènent 80% des résultats, c'est tout ce qui va vous rapprocher directement de votre client, qui vont créer du mouvement, qui vont vous donner un retour concret du marché, qui peuvent être répétés longtemps. Si je prends un exemple, passer 4 heures à choisir une typo, on s'en fiche. Refaire votre logo pour la 5e fois, on s'en fiche. Changer 3 mots sur votre site internet, on s'en fiche. Ça a très peu d'impact. Les vrais 20%, ça va être plutôt publier régulièrement, envoyer une propale, parler de votre offre, soit via un post LinkedIn, soit dans un événement networking, créer du lien, écouter les retours, recommencer. Et vous pouvez aussi garder quelque chose à l'esprit qui est très important, c'est que les actions vraiment utiles, en général, c'est rarement les plus confortables. Tout ce qui est montré au monde, en général, c'est ce qui va vous demander le plus de risques et c'est ce qui est vraiment
le plus important. 6e point que j'aurais voulu savoir, c'est que tes proches, vos proches, nos proches vont payer le prix de notre entrepreneuriat et qu'il faudra les préparer. Franchement, ça, on le dit pas assez au début, mais en tout cas, quand on a un conjoint et des enfants, on embarque notre famille, sans le vouloir, dans cet entrepreneuriat. Ils vont, malgré eux, porter une partie de notre aventure. Là, je vous parle de ce que je connais, mais même sans conjoint et sans enfant, je pense que voilà, vos amis, vos parents, si vous êtes proche d'eux, enfin, franchement, les personnes dont vous êtes proches et avec lesquelles vous vivez, et ou avec lesquels vous vivez, ils vont porter une partie de cette aventure parce que ils vont d'une certaine manière ressentir notre stress, notre absence mentale parfois, notre fatigue, notre disponibilité qui peut être fluctuante. L'entrepreneuriat, il s'arrête pas quand on rentre chez nous, malgré toutes les limites que l'on peut poser. Voilà, on vit avec, on dort avec. Par exemple, notre dernière soirée des Audacieuses qui a eu lieu le 4 mai, mon conjoint, il a entendu mes entraînements 1 milliard de fois, mes enfants aussi, il m'a aidé à repasser ma robe, à descendre mes cartons pour les mettre dans le taxi, enfin à plein de niveaux, dans plein de mesures différentes, nos familles sont impliquées dans notre entrepreneuriat et ce n'est pas rien. Je pense que si c'était à refaire, moi, j'aurais beaucoup plus préparé mon conjoint déjà, comme je vous l'ai dit dans le point d'avant ou le point encore d'avant. Je l'aurais vraiment préparé parce qu'au départ, je lui mettais la pression parce que je voulais que ce soit mon confident, mon coach, mon ami, mon business partner. Enfin, je lui demandais beaucoup trop de choses. Le pauvre, par exemple, il n'est pas du tout créatif. Il va être très bon en finance, mais il va pas être du tout bon en brainstorming créatif. Et je pouvais vraiment ne pas être tendre avec lui parce qu'il n'avait pas assez des bonnes idées, alors que ce n'est pas son rôle du tout. Et que mon rôle à moi était de m'entourer de personnes qui pouvaient justement m'aider à avoir ce ping-pong créatif. Même si le business, il va entrer dans l'espace familial, c'est poser des limites aussi avec eux, en quoi ils peuvent nous aider, en quoi ils ne peuvent pas nous aider, leur poser des questions. Est-ce que c'est ok pour toi que je travaille ce jour-là? Les prévenir, je dois travailler 2 heures dimanche, est-ce que c'est ok pour toi? Enfin, voilà, vraiment être dans la communication et être dans le posage de limites ensemble. Prendre régulièrement leur pouls, leur demander comment eux, ils vivent notre entrepreneuriat. Pas seulement ce qu'ils tolèrent, mais ce qu'ils ressentent. Parce que sinon, on peut découvrir les dégâts une fois que la tension est déjà installée. Et moi, c'est ce qui s'était passé quand je prenais mon conjoint pour tout. Au final, derrière, ça a pu créer des tensions parce que lui, il en a souffert, alors que les limites auraient dû être posées dès le départ. Donc voilà, moi, si c'était à refaire vraiment, et si ça peut vous aider, j'expliquerai à l'avance les périodes plus intenses. Je dirai clairement ce que je traverse aussi mentalement, ce qui explique parfois quand je suis beaucoup plus nerveuse aujourd'hui, je l'exprime, je le dis, alors qu'avant j'avais tendance à garder pour moi et à exploser comme une cocotte minute. Prévenir aussi quand je vais être moins disponible, quand je dois travailler. Par exemple, à Minorque, je n'avais rien de concret à faire, je ne me suis pas posée une fois sur mon ordinateur, mais je devais beaucoup répéter mes textes pour le 4 mai, donc je le prévenais, voilà, pendant le trajet en voiture, là je vais devoir bosser, donc me parle pas trop, je me fais mon texte dans ma tête. Créer aussi des moments où le business est interdit, typiquement une soirée au restaurant ou les tourbillons avec mes enfants, bon ça le business est interdit, donc ça c'est très clair. Et le dernier point qui est ultra important, c'est que voilà, moi si je prends mon exemple perso, je faisais porter à mon conjoint une charge énorme autour de mon business, j'attendais tout de lui, des réponses, du soutien, des conseils, de la disponibilité émotionnelle finalement permanente, sauf qu'une relation, elle peut pas absorber autant. Donc avec le recul, si c'était à refaire, j'ai compris voilà qu'il faut pas du tout faire reposer tout son monde intérieur sur une seule personne, que le partenaire, mais là c'était mon partenaire, mais ça peut être votre mère, ça peut être votre meilleur ami, il peut vous soutenir, mais il peut pas devenir à lui seul le psy, le board, le mentor et l'équipe. Donc il faut que vous créiez absolument, si c'est votre cas, d'autres espaces pour parler business, vous faire accompagner aussi quand c'est nécessaire. Parce que voilà, si le business grandit, mais qu'à côté la relation elle s'épuise lentement, le compte n'est pas bon et on veut pas en arriver là. Donc recréer les moments où on parle plus travail et arrêter de transformer chaque moment en réunion stratégique, c'est ultra important. Aucune personne de votre entourage ne doit payer le prix de votre entrepreneuriat.
c'est à vous de créer d'autres espaces avec d'autres personnes. Autre point qui est lié à l'entourage, c'est que l'entourage entrepreneurial, il définit clairement notre plafond mental invisible. Les personnes que l'on fréquente le plus, elles définissent le niveau d'ambition que l'on considère comme normal. Si tout le monde autour de vous pense qu'une certaine limite est infranchissable, on finira par y croire aussi. Donc on doit choisir notre entourage professionnel avec autant de soin que nos partenaires de vie. Et pour moi, le conjoint, la conjointe est la personne la plus importante à choisir dans notre vie, puisque c'est la personne qui va nous comprendre, qui va nous laisser libres d'eux et qui va nous soutenir dans cette aventure. 7e point, tu n'as pas besoin de passion brûlante, mais de ton ikigai. On le dit souvent et c'est un piège, et moi-même, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était vraiment les discours que j'entendais. Trouve ta passion et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. Franchement, je pense que ce conseil, il est bien dans une certaine mesure parce que c'est vrai. Sur plusieurs aspects de ce que je fais, je n'ai absolument pas besoin de travailler parce que j'adore ça. Mais en même temps, il est dangereux, très dangereux. Parce que la passion, elle fluctue. Il y a des jours où on doute. Il y a des périodes où on est beaucoup plus fatigué. On a des clients compliqués. On fait face à des lancements ratés. Il y a des moments où on n'a plus du tout la flamme. Et c'est tout à fait normal. Et ce qui fait finalement tenir sur la durée, ce n'est pas une passion, une excitation permanente, mais un projet solide qui repose sur 4 piliers qui sont tout simplement, je n'invente rien, les 4 piliers de l'ikigai. Avant de vous dire les piliers, je peux vous dire que c'est vraiment du vécu, puisque les premières années d'entrepreneur, je n'avais que mon podcast L'Aléa. J'étais passionnée, mais je ne gagnais pas assez ma vie avec. Et à force, ça a pu me dégoûter. Il y en est arrivé même des moments dans ma vie, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était un peu avant que j'arrête vraiment l'Aléa, donc c'était il y a 2 ans, où quand on me présentait « Ah voici Laura, elle a un podcast l'Aléa », ça m'en dégoûtait. Je ne supportais plus qu'on me présente par ce podcast. Tellement justement, les 4 piliers que je vais vous exposer, qui sont les 4 piliers de l'ikigai, n'étaient pas respectés. Donc pour moi, un projet solide, il va reposer sur une passion, mais surtout sur 4 piliers. Donc quelque chose que vous aimez profondément, donc bien sûr la passion rentre dedans. Quelque chose dans lequel vous êtes compétent profondément, votre zone de génie, comme j'aime l'appeler. Quelque chose dont les autres ont réellement besoin. Vous allez voir là dans les besoins de marché, parce que si vous êtes passionné d'un truc qui sert à personne, ça ne sert à rien. C'est même pas la peine. Et quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer, qui est tenable dans la vraie vie. Et c'est ça, vraiment, ce qui est le plus important quand on entreprend. C'est pas vivre sa passion de manière naïve, mais de trouver un équilibre entre ce qui vous nourrit vous, ce qui apporte une vraie valeur aux autres, parce qu'une passion sans besoin réel devient vite très frustrante et un business rentable sans sens devient vide. Le 8e point, on ne peut pas comparer son moi intérieur aux extérieurs des autres. Et oui, je vous vois, vous tous qui vous comparez aux vies parfaites sur les réseaux sociaux, c'est probablement l'un des plus gros pièges de l'entrepreneuriat. Sur les réseaux, sachez que tout le monde se montre sous son meilleur jour, montre les meilleurs lancements, les victoires, les chiffres, les beaux bureaux, les belles annonces, mais personne ne montre les mois qui sont plus lents, les nuits blanches, les doutes, les moments où ça décolle pas, où on se demande si on va pas reprendre un CDI. Alors moi, je le montre. Moi, j'aime bien montrer toutes mes vulnérabilités sur les réseaux sociaux et je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal de retours positifs, mais je sais que beaucoup ne le font pas encore et on devrait tous et toutes le faire. Quand vous vous comparez à quelqu'un, dites-vous que vous comparez votre derrière, vos coulisses, vos vulnérabilités à la mise en scène des autres. Et ça, c'est profondément injuste parce que vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous n'êtes pas plus lent qu'un autre, vous regardez tout simplement des images filtrées pour les réseaux sociaux. Donc moi j'ai une règle très simple, c'est quand vous vous baladez, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, peu importe ce que vous consommez, faites le ménage. Dès qu'une publication vous fait ressentir des émotions négatives, unfollow, ne suivez plus cette personne, tout simplement. Moi sur mon feed, il n'y a que des publications, soit qui m'apprennent quelque chose, sans me faire culpabiliser, soit qui me font rire, soit qui me font du bien, qui me touchent, qui m'émerveillent. C'est ma seule boussole.
9e point que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour préserver ma santé mentale, c'est tout simplement de changer mon rapport à l'argent. Enfin, que c'était vraiment un point clé. Il y a une vérité assez inconfortable dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup de blocages professionnels sont en réalité des blocages psychologiques autour de l'argent. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a encore 2 générations, les femmes ne gagnaient pas leur vie. Donc, je pense que c'est pour nous profondément inscrit dans nos gènes et que du coup, ça pourrait expliquer pourquoi nous avons autant de croyances limitantes autour de la question de l'argent et autant de peur. Donc voilà, on a tous nos trucs, hein. On sous-facture parce qu'on a peur d'être trop cher, on n'ose pas parler de nos tarifs parce que l'argent ne devrait pas être la motivation, on ressent de la honte à bien gagner notre vie pendant que certains galèrent, ou à l'inverse, on est défini par nos revenus et chaque mauvais mois nous met dans une situation complètement inconfortable. Ces croyances, il faut savoir qu'elles viennent de très loin, en général de l'enfance, de la culture familiale, de nos gènes, des messages reçus aussi, ce que l'argent représente. Moi, je sais que par exemple, je ne suis pas du tout dans une famille d'entrepreneurs et que mon père, que je respecte énormément, enfin qui a toujours voulu le meilleur pour moi et pour nous, voilà, son seul truc c'était la sécurité financière. La sécurité financière pour lui, je pense que j'ai intégré petite qu'il n'était pas possible de gagner de l'argent, beaucoup d'argent à notre compte. Et je pense que pendant des années, je me suis battue avec cet héritage parce que justement lui il a toujours considéré le CDI comme Graal. Toutes les croyances dont on a hérité, elles sabotent aujourd'hui notre aventure entrepreneuriale et donc pour moi la question de l'argent est quelque chose à travailler à tout prix. Parce que le problème ce n'est pas d'avoir des croyances, absolument pas, c'est de les laisser décider à notre place. Il y a énormément de coachs business qui existent pour travailler ces questions justement d'argent. Si vous sentez qu'il y a un blocage quelque part, avant même de se faire accompagner, les questions basiques qu'on peut se poser, c'est quelle est ma première émotion quand je dois fixer un prix ? Qu'est-ce que je crois que ça dit de moi si je gagne beaucoup ? Qu'est-ce que je crois que ça dit de moi si je gagne peu ? Et d'où vient cette idée ? En analysant vos réponses, vous verrez que c'est pas le marché qui va bloquer vos revenus, mais c'est la permission intérieure de les assumer. 10e point, et pas des moindres, une chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour préserver ma santé mentale, c'est sécuriser mon futur le plus tôt possible. Il y a un sujet qu'on repousse beaucoup, surtout au début de nos années d'entrepreneur, quand on ne gagne pas encore énormément, c'est le futur. Parce que voilà, la retraite et l'épargne long terme, ça semble toujours trop loin quand on est dans l'urgence, dans la croissance et dans le quotidien du business. Et pourtant, c'est la base. Quand on est indépendant ou entrepreneur, il faut savoir qu'on n'a pas de cadre automatique, on n'a pas de plan mis en place pour nous. Et que absolument tout repose sur nos décisions, nos revenus, notre discipline. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureuse dans ce point de vous introduire le sponsor de cette partie du podcast qui est Caravel. Caravel, c'est une solution pensée spécifiquement pour les indépendants qui veulent se constituer une épargne retraite via un PER, un plan d'épargne retraite, sans complexité administrative. Donc l'idée est simple, on met en place une épargne que l'on alimente progressivement selon nos revenus, selon notre rythme et cet argent est investi pour nous construire un capital pour plus tard. Donc ce que j'aime énormément dans Caravel, c'est qu'on sait où va notre argent, on n'a pas besoin d'y penser tous les jours et on sécurise notre futur sans attendre le bon moment. Parce que le bon moment, il n'arrive jamais quand on est entrepreneur, il ne faut pas se leurrer. Donc concrètement, comment ça marche ? C'est très simple. On ouvre notre PER en ligne comme un compte d'épargne dédié à notre futur. On verse quand on peut. Donc voilà, il y a des mois où on peut mettre 50 €, il y a des mois où on peut mettre 500 €, il y a des mois où on peut rien mettre finalement, si c'est creux. Tout est totalement flexible. Et l'argent est investi. Donc il travaille sur le long terme pour créer une véritable épargne retraite. Donc mentalement, personnellement, moi, ça me change beaucoup de choses puisque j'ai moins de pression, j'ai beaucoup plus de projection et j'ai une sensation de stabilité qui s'installe petit à petit et c'est
extrêmement précieux parce que c'est vrai qu'au début de mon activité entrepreneuriale, je mettais très très peu d'argent de côté pour ma retraite et ça me stressait énormément. Donc concrètement, ça permet de construire une épargne pour notre retraite progressivement et à notre rythme, d'investir notre argent sur le long terme au lieu de le laisser dormir, d'automatiser nos versements pour ne pas y penser chaque mois, d'adapter totalement nos efforts selon nos revenus, bénéficier d'un cadre fiscal avantageux puisque nos versements peuvent être déductibles de nos impôts selon notre situation et de donner du sens à notre épargne aussi puisque l'argent va dans des projets liés à la transition écologique. Donc en termes de valeur, je trouve que c'est vraiment trop chouette. Moi personnellement, c'est mon outil depuis 1 an. Je mets en moyenne 200 € par mois et ce que j'aime vraiment, c'est que je sais où va mon argent, j'ai pas besoin d'y penser tous les jours et puis tout simplement je sécurise mon futur qui va arriver très vite. Concrètement, c'est très simple, vous créez un compte sur getcaravel.fr, donc getcaravel.fr. Vous ouvrez votre PER en ligne, vous versez quand vous pouvez et votre argent est investi. Donc finalement, être numéro 1 de sa vie, c'est arrêter de croire que réussir passe par le fait de s'oublier, de s'épuiser ou de toujours repousser ses limites au détriment de son équilibre. C'est remettre son mental, son énergie, ses proches et son futur au centre des décisions au même niveau que ses ambitions professionnelles. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.